Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai raté? Voilà la question qui hante les parents contemporains, écrivait le journal Le Monde voici quelques semaines. Alors comment relâcher la pression, comment chasser la culpabilité? Eh bien par exemple en lisant le nouveau livre de Céline Chadla. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche de Brandon Warrett. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires, programme d'histoire, avec un retour aujourd'hui sur la jeunesse de l'OTAN dont le fort situé à Belfort est en cours de restauration. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, c'est la journée mondiale des abeilles. Et à cette occasion, les Nations Unies ciblent les jeunes. Ils sont invités à voler à leur secours. Rendez-vous enfin avec le cours particulier de Marie-Olivier. Aujourd'hui, retour sur la vie et l'œuvre de Liev Vygotsky, l'inventeur d'une notion clé en psychologie de l'enfance, celle de zone proximale de développement. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Si vous vous méfiez des recettes toutes faites pour réussir sa maternité, si vous êtes en quête de pistes plus que de conseils prêts à consommer, si vous doutez des injonctions du développement personnel ou des influenceuses autoproclamées, eh bien le nouveau livre de Céline Chadla est fait pour vous. Son titre, Les incroyables pouvoirs de la parentalité. Il vient de sortir aux éditions des Presses du Châtelet. Céline Chadla, bonjour. Bonjour. Votre livre, c'est à la fois un livre de conseils basé sur des témoignages, dont parfois le vôtre d'ailleurs. C'est aussi un ouvrage très documenté, nourri de beaucoup de références scientifiques, philosophiques. C'est aussi un essai politique. Il interroge la place de ce qu'on appelle le care ou le caregiving dans la société. Et si vous le voulez bien, c'est par là que je voudrais commencer. Vous dites dès le début du bouquin, c'est en page 18, qu'on fait payer aux mères les déficiences de la collectivité. Absolument. On a besoin de présence pour s'occuper des enfants. Et la présence n'est pas monétisée. Aujourd'hui, c'est quelque chose, ça coûte très cher. Donc c'est quelque chose vers lequel on a beaucoup de mal qu'on a du mal à comptabiliser et à visibiliser. Donc c'est la raison pour laquelle le care est vraiment mis de côté. Donc le care, ça va être les soins. C'est le soin, care c'est le mot anglais, je précise. Voilà, c'est ça. Circule beaucoup dans le débat public depuis quelques années. C'est le soin à l'autre. Donc que vous soyez parent, que l'on soit instituteur ou qu'on soit fermier, on est dans le monde du soin. Et ce monde du soin, il est très particulier parce qu'il nécessite une présence. Alors que dans d'autres domaines de la société, on va automatiser, on va industrialiser. Là, on est vraiment dans un domaine où la présence est absolument incontournable et indispensable. Et c'est pour cette raison qu'on a vraiment du mal à la percevoir, à la comprendre, parce qu'on n'a pas les mêmes codes en fait entre notre société économique et l'éducation et ce que représente le care. On en avait beaucoup parlé quand même au moment du confinement, en mars 2020, mais c'est vrai que ça a été vite oublié. Ça s'adresse aux mères, et c'est pour ça que je disais qu'on fait payer aux mères les déficiences de la collectivité, aux mères plus qu'aux pères, parce que ce fameux caregiving, ce soin, majoritairement, très majoritairement, malgré quelques progrès, mais il reste maternel. Oui, il reste maternel. Alors, il y a des causes, des raisons à cela qu'on retrouve dans l'histoire, qu'on retrouve à travers notre histoire, la question des droits des femmes. Et puis parce que la vie économique a été pensée pour les hommes, pour des personnes qui sont totalement disponibles et pour qui le soin, en fait, n'est pas un sujet ni un enjeu. Vous dites que ça s'inscrit dans l'histoire. J'ai appris en vous lisant que dans la Grèce antique, les guerriers racontaient, c'est dingue. Oui, les guerriers n'avaient pas le droit d'approcher des nourrissons. Parce que peut-être il y avait une superstition derrière cela, mais c'était les hommes très âgés qui pouvaient approcher des bébés, mais jamais des guerriers parce que... On avait peur qu'ils s'attendrissent. Oui, c'est ça, parce que l'objectif, c'était qu'ils augmentent leur niveau de testostérone, en fait, très concrètement. C'est ça. Et, oui. Et or, quand on prend un bébé dans ses bras, ça le fait diminuer. C'est scientifique, ça a été vérifié, vous le rappelez aussi. Les mères sont très seules, c'est un axe fort aussi de ce que vous racontez dans le bouquin, et vous dites que ça commence dès la maternité. Oui, absolument, ça commence dès le postpartum. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un accompagnement des femmes qui est assez trompeur, finalement. Elles sont très accompagnées sur le plan médical, mais alors sur le plan de la santé mentale et du psychisme, c'est extrêmement limité, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Et ensuite, le premier facteur à risque pour les femmes en termes de dépression postpartum, donc après la naissance, c'est l'isolement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parcours de parentalité qui est pensé. En fait, les femmes se retrouvent tout de suite très seules après la maternité. On vérifie que l'enfant va bien, que la mère va bien au plan et puis en fait, pas de aujourd'hui, physiologiquement ça fonctionne, et puis après... on se dit aujourd'hui, on est dans l'idée, le bébé va bien, donc la mère va bien. C'est ça. Et alors qu'en fait, ce serait le contraire. C'est d'abord de penser à la mère et ensuite de penser au bébé. Parce que la mère, faisons-lui confiance, elle a des compétences, elle est capable, et c'est ça qu'on
qu'on va essayer de nourrir en fait. Et surtout pour la suite de l'histoire, il vaut mieux que la mère aille bien pour que le bébé aille bien. Très rapidement, ça se traduit aussi, et vous disiez qu'on est dans un monde qui était pensé pour des hommes, par une exclusion des mères des espaces de décision, que ce soit en politique ou dans le monde du travail. Dans les mois qui suivent et parfois dans les années qui suivent, elles vont être un petit peu cornérisées. Oui, elles vont être mises de côté. Alors ça, il y a beaucoup d'études qui portent sur le sujet. En fait, l'enfant est un impensé quelque part dans le monde du travail. Et la mère, celle qui travaille, va faire en sorte, va jongler et va faire en sorte que finalement, ça ne se voit pas qu'elle ait des enfants. Et une bonne femme active, en quelque sorte, ça va être une femme dont on ne voit pas qu'elle a des enfants, finalement, qui est complètement... Elle continue à accepter la réunion de 18h. Et, voilà, c'est ça. Et de préférence, elle ne part pas en plein milieu de l'après-midi pour je ne sais quelle raison liée à une urgence et à l'enfant. Ça veut aussi dire derrière qu'on chasse tout ce qui renvoie dans notre société à la fragilité, ce qui a besoin d'être protégé. Et il y a quelques dégagements plus politiques dans le bouquin où vous dites que dans notre façon de prendre des décisions, dans notre façon d'organiser à la fois le monde du travail, notre vie publique, ça a une influence. On ne s'intéresse pas aux enfants, on ne s'intéresse pas aux Oui, mais je pense qu'effectivement, ce sont des points aveugles, en fait. La vulnérabilité, mais alors quand on a un bébé, en fait, on est vulnérable. Pourquoi ? Parce qu'on doit s'occuper d'un être qui est totalement dépendant. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très peu vu. Un bébé, c'est un être qui a un besoin vital d'un autre être humain à côté de lui. S'il n'a pas un autre être humain, eh bien, il dépérit. Voilà, c'est très clair, mais en même temps, c'est tellement évident qu'on l'oublie. Vous vous méfiez, Céline Chadla, de la notion d'instinct maternel. Vous préférez parler de prise de conscience des responsabilités. Je vous demanderai pourquoi, juste après l'anti-sèche. Si vous le voulez bien, on retrouve Céline Chadla, autrice des incroyables pouvoirs de la parentalité. Mais pour l'instant, Brandon Douaret, l'anti-sèche. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Direction aujourd'hui l'époque de la guerre froide avec l'histoire d'un monument peu connu et qui pourtant a joué un rôle extrêmement important, le fort de l'OTAN. Oui, et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'une association est en train de le restaurer depuis ces dernières années. Alors ça se passe où ? À Belfort. Voilà, c'est logique. Un beau fort à Belfort. Voilà, dans le territoire du Belfort, région Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes dans les entrailles du Mont Salbert, à environ 700 mètres d'altitude dans le massif des Vosges. Alors, pour rappeler quand même le contexte, au début des années 50, on a l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc cette alliance entre les États-Unis et la majorité des pays d'Europe occidentale, lance en fait un programme massif de réarmement des pays qui sont proches du rideau de fer, donc la RFA en particulier et la France. Et ce géant américain n'est pas là juste pour financer, mais aussi d'aider les alliés à se renforcer dans le domaine de la guerre aérienne, qui est devenu à l'époque, notamment à partir des années 53-54, un enjeu stratégique majeur entre les États-Unis et l'URSS. En France, les États-Unis ne se contentent pas non plus juste d'édifier ces bases aériennes et avec ces 61 000 Américains qui sont présents, mais ils financent aussi le développement de cette flotte d'appareils tricolores, ainsi que celui de la défense aérienne. C'est la raison pour laquelle on a dans le nord de la France, cette zone qui est surtout exposée à ces incursions de bombardiers soviétiques, on a plusieurs stations radars, parce qu'en fait on parle de fort, c'est surtout des stations radars, des stations radars qui sont édifiées. Donc celui-ci, ce fort entre 1953 et 1958, sur 10 000 mètres carrés, quand même, et sur 4 étages. En fait, quand on regarde bien cette photo, on a l'impression d'être dans un immeuble, mais construit sous terre. Nous sommes à 85 mètres de profondeur pour échapper donc à la fois au regard et surtout aux potentielles bombes ennemies. L'objectif, donc, grâce à ces consoles radars, donc d'espionner le ciel à la recherche des bombardiers soviétiques, qui n'arriveront jamais dans l'histoire. 500 hommes, des Français, des Américains, vivent à l'intérieur de ce fort. Et quand je dis vivent, ils travaillent, ils dorment, ils sont en autarcie, en fait, coupés complètement du reste de la population. Impossible de sortir. Et d'ailleurs, les Belfortains, les Belfortaines ne peuvent pas entrer en contact avec ce fort, environ à 2 km autour. D'ailleurs, c'est secret défense à l'époque. Le problème, c'est qu'avec le progrès très rapide donc, de l'aviation, le système radar devient très rapidement obsolète. Seulement un an quand même après la fin de la construction, les militaires partent des lieux et c'est déjà fini. Alors quand même pendant 10 ans il y aura une présence française, même américaine aussi. On parle d'une centaine de personnes qui participeront au fonctionnement des lieux, notamment des 4 groupes électrogènes, des portes blindées ou encore de son système de conditionnement de l'air. Finalement le fort revient à la ville de Belfort. Oui.
Tout en rime en plus. 1972, effectivement. Enfin, ça coûtait beaucoup d'argent et ça servait à pas grand-chose, il faut le dire. Et depuis donc 2016, on a l'association qui s'appelle Association touristique des ouvrages militaires et de l'environnement du Salbert qui restaure le fort. Il a coûté 1 million d'anciens francs à l'époque, en 1953, et organise des visites guidées. Quand même, le clou de la visite, ça c'est depuis quelques mois seulement. On a 2 avions militaires qui ont été récupérés au moment de la fermeture donc, de la base aérienne de Châteaudun. Un Mirage notamment qu'on peut visiter à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc cette association a pour but donc, de continuer ses visites depuis 2016 et surtout d'ouvrir le premier musée de la guerre froide en France. C'est fort, non? Super, belle idée de visite. Très belle idée de visite. Et puis température, j'imagine, idéale, non? Et voilà, vous me voyez venir. En période de cet canicule. été, il va faire chaud. Voilà. Rendez-vous donc à Belfort parce qu'on parle de 16 degrés quand même à 85 mètres de profondeur. Pas mal. C'est plutôt pas mal. Sans clim ni rien. 16 Pour une degrés belle naturels. visite de l'été, en famille, entre amis. Merci beaucoup. Et l'OTAN, vous le savez, qui est au programme scolaire, notamment au collège et au lycée. On se retrouve pour la récré. Allez. Grand oral, c'est Inch'Allah. Les incroyables pouvoirs de la parentalité, c'est le titre du nouveau livre de Céline Chadla, après Le Mois d'Or, déjà publié aux presses du Châtelet. Je le disais juste avant l'anti-sèche, vous faites une petite incise autour de cette fameuse notion d'instinct maternel qui aujourd'hui est très critiquée et vous faites partie des personnes qui la critiquent. Oui, absolument. En fait, l'instinct maternel, c'est aussi une façon D'enfermer. de se débarrasser du sujet, de se dire, bon, de toute façon, qu'elles se débrouillent. Alors que... Mais aussi, elles sauront faire. Elles sauront faire. C'est un peu les deux, c'est un mélange des deux. Quand même, hein. Et alors que la conscience de ses responsabilités, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que là, on touche du doigt bien, la question de la préoccupation maternelle primaire, dont parle Winnicott, et qui est en fait le fait d'être préoccupé jour et nuit par son bébé, et cela parfois jusqu'à 2 à 3 ans après la naissance. Donc c'est quand même très long, et en fait cette préoccupation, elle inclut finalement un sens des responsabilités très fort. Et moi j'ai envie de le valoriser, en fait, ce sens des responsabilités. Oui, il a une valeur, il a un statut, et c'est ce que vous défendez dans le bouquin Winnicott, le psychologue, c'est le psychologue anglais. On vit dans un monde qui privilégie le spectaculaire, la rapidité, et vous dites, et vous martelez quasiment dans tout le bouquin que même là, materner, c'est l'inverse. Il faut abandonner la flamboyance pour le banal, le geste, le petit progrès. Exactement. Et oui, quand on accouche, de toute façon, le soin, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, on revient dans un temps qu'on appelle horticole. Le temps horticole, qu'est-ce que c'est? C'est le temps de la nature. Parce que le bébé se développe doucement et en même temps c'est intense. On peut avoir l'impression que c'est très intense et très long à la fois. Donc on a toute cette ambivalence de sentiments, et puis par cycle et par cap. Et donc ça prend du temps, tout ça est très long parce que finalement ce petit enfant, il doit réapprendre le monde, quelque part, en quelques années. Donc, c'est extrêmement rapide et long à la fois. Mais ça veut dire que pour les mères aussi, mais pour les pères, c'est vrai qu'il faut accepter d'affronter un peu le rien, l'ennui dans une société qui, dites-vous, est, je vous cite, agitée, hyperactive. C'est pas simple non plus. Ah non, c'est pas simple du tout, parce que aujourd'hui, avant d'avoir un enfant, souvent on a une vie où on était complètement libre de nos mouvements, où on est habitué à l'instantanéité, tout va très vite, on est dans une culture de la performance, on ouvre notre téléphone, on peut se faire livrer un hamburger. Et là, il faut tout réapprendre, en fait. Il faut tout réapprendre à un enfant. Et donc, ça prend énormément de temps et ça peut être extrêmement déstabilisant. C'est un livre de réflexion, autant, voire plus qu'un livre de recettes, mais vous vous arrêtez quand même sur un moment 5 grands secrets pour prendre soin, 5 grands secrets qui, dites-vous, tissent l'histoire humaine. Je veux bien qu'on les mentionne rapidement et qu'on explique pourquoi ils sont importants. Le premier, c'est la coopération. Ouais. La coopération, en fait, aucun groupe humain ne peut prospérer sans coopération. Et donc, ça commence à se jouer dès le début, dès la cellule familiale, en fait, dans la relation du bébé avec ses caregivers, donc ses donneurs de soins. Prennent soin de lui. Voilà, ça peut être ses parents, mais aussi les professionnels. Empathie. Oui, empathie, parce qu'il va falloir se mettre à la place de l'autre pour essayer de déceler ses besoins. On est encore parfois dans une culture du « il fait un caprice », quand on n'essaye pas de comprendre. L'idée, là, ça va être d'essayer de comprendre les pleurs du bébé, de quoi il a besoin, pourquoi est-ce qu'il pleure, pourquoi, parce que je l'ai changé, il a tout, et qu'est-ce qui se passe. Donc on est obligé de se mettre à la place d'eux, et ça, c'est un formidable exercice d'altérité. Et vous dites que ça rend heureux aussi. Ah, évidemment. Faire preuve d'empathie, ça fait du bien. Le troisième, et je l'ai beaucoup aimé, la tendresse. Oui,
La tendresse. C'est pas un mot à la mode. Hein. Non, c'est vrai. La tendresse, c'est le fait de pouvoir se mettre à la hauteur, déjà, d'un enfant plus petit que soi, et puis d'admettre et d'intégrer cette vulnérabilité, en fait, de l'enfant, sans essayer de calquer, en fait, notre monde adulte. Donc, c'est vraiment l'intégrer un petit peu en soi et intégrer cette douceur, finalement. Voilà, c'est pour ça que les guerriers grecs n'avaient pas le droit d'approcher des nourrissons, comme vous nous l'expliquiez au début. La patience, là, je pense que tous les parents vont vous dire oui, ok. Oui. Voilà, même Brandon se marre à côté en disant bah oui, la patience. Oui, la patience, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, l'enfant, il doit apprendre le monde, en fait. Donc, c'est quelque chose d'énorme, c'est fabuleux. Et en même temps, ça lui prend du temps et il va répéter parfois toujours les mêmes gestes, etc. Et nous, on va peut-être parfois s'ennuyer un petit peu. Ou alors, on va lui demander 10, 15 fois de faire quelque chose et il ne va pas toujours intégrer. Enfin, voilà, il y a des situations multiples. Il y a un cinquième point qui est tout à fait essentiel, qui est la notion d'attention. Et vous faites le distinguo entre faire attention et donner de l'attention. Et ça a plein de conséquences sur le développement de l'enfant, aussi bien sur le langage que sur ses compétences psychosociales. On en parle beaucoup quand on parle des écrans, d'ailleurs, en disant si vous vous détournez vous-même et si vous détournez le regard en permanence de votre enfant, il va moins bien grandir. Oui. L'attention. Oui, l'attention. Alors, l'attention, c'est être là maintenant, être complètement présent. Donc, de ne pas éviter d'être dans l'après, je dois faire les courses ou préparer le repas, ou alors de ruminer le passé. Donc, c'est vraiment d'être dans ce présent et d'être disponible entièrement à l'enfant. C'est pas évident. Je veux pas non plus que ça sonne comme une injonction, parce que aujourd'hui, dans notre société, c'est complexe. Hein, on est toujours sollicité. Mais en même temps, l'enfant raffole de ces liens-là, en fait. C'est le moment où on est là en tant qu'être humain en profondeur. Ça ne sonne pas comme une injonction quand vous le dites sur ce plateau, et moi je vous certifie que ça ne sonne pas non plus comme une injonction quand vous le lisez dans le bouquin. C'est pas un livre qui vous donne des ordres, au contraire, ça vous invite à réfléchir, ça invite à prendre des postures et à penser aussi la maternité en particulier, la parentalité en général. C'est aux Presses du Châtelet et on retrouve Céline Chadla juste après la récré. Grand moment d'empathie, de tendresse pour l'espèce animale. Del Guichard. Vous tenez absolument à chanter. Hein. Je ne sais pas si c'est Del Guichard dans la tête, là. C'est un jour, une journée mondiale aujourd'hui particulière. On célèbre les abeilles. Oui, exactement. J'ignorais, moi. En même temps, c'est très récent, donc tout le monde ignorait, je pense. 2018 seulement. Pourquoi le 20 mai précisément? Parce que... C'est les Nations Unies qui... Oui, c'est les Nations Unies, effectivement. Voilà. D'ailleurs, les journées mondiales, c'est toujours les Nations Unies, que ce soit codifié dans le monde. Donc, pourquoi le 20 mai? Parce que c'est la naissance d'un monument en Slovénie qui s'appelle Anton Jonska. Il est né en 1734, en février 1734 d'ailleurs. Il est considéré comme... C'est le Victor Hugo slovène, vraiment là-bas. Donc lui, c'est le père des apiculteurs. Il a développé énormément de techniques dans son pays. D'ailleurs, il y a des stèles et des monuments partout. Lorsque vous tapez son nom sur Internet, il y a des vidéos partout sur lui. C'est le monument de l'histoire slovène. Donc 20 mai 1734, donc sa naissance. Et vous savez d'ailleurs depuis quand existe l'abeille? Mais alors, pas du tout. À votre avis, combien d'années, combien de millions d'années 100 millions, 100 millions. Assez vieux, ouais. Ah oui, ça c'est facile, hein. Oui, merci. 100 millions, 100 millions, dites 100 millions, dites 100 millions. Dites 100 millions. 100 millions. Eh bien bravo, c'est ça. Non mais, bravo. En Birmanie, il y a les chercheurs et scientifiques qui travaillent depuis de nombreuses années. Ils savent que ça part de la Birmanie et ils ont trouvé un vieux fossile qui date de 100 millions d'années. Wow. Donc voilà, potentiellement ça vient. Et le miel, il a 100 millions d'années aussi? Alors le miel, beaucoup plus récent. Le miel et l'homme, c'est 9000 ans. Ah oui. Seulement. Beaucoup plus récent. Alors on le sait, c'est quand même bien de le rappeler, les abeilles, c'est très très important pour notre vie. Elles sont même indispensables à la biodiversité végétale et animale. Pas d'abeilles, pas de vie, ça vous le savez, Emmanuel, ça. Un chiffre quand même assez éloquent à l'échelle mondiale, puisque 90% des plantes aujourd'hui dépendent des abeilles pour se reproduire. C'est ce que nous dit l'ONU pour la journée mondiale en 2023. Et 75% des produits agricoles destinés à la consommation de la population dépendent des abeilles. Chaque année, elles disparaissent par milliers, notamment en France, qui est l'un des pays les plus touchés. 30% des colonies d'abeilles disparaissent selon l'ONU. Et la production de miel par an, c'est moins 50% en 20 ans quand même. Imaginez, c'est assez conséquent. Certains chercheurs parleraient de la disparition des abeilles en 2300. Wow. Donc on ne sera plus là, mais c'est quand même dans pas très très longtemps. Ouais. Et une 6e édition assez importante quand même, parce que pour la première année, en fait, tout est centré en ligne de mire, c'est les jeunes. D'ailleurs, lorsque vous regardez l'affiche avec le titre Volons au secours des abeilles avec les jeunes. Donc c'est la campagne de sensibilisation donc, de ces abeilles. Et il y a de nombreuses villes en France, une centaine environ, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, mais d'autres villes, d'autres plus petites villes, avec nombreuses activités organisées aujourd'hui, des activités ludiques. À Paris, il y a un jeu qui part dans tous les arrondissements pour sensibiliser les jeunes, avec les parents notamment, donc et voler au secours des abeilles.
Et Voilà. Un monde sans abeilles, ça peut être celui qu'avait inventé le romancier canadien Douglas Coupland dans Génération A, en 2013, au Diable Vauvert, c'est sorti. D'accord, Vous saviez ça très bien. Et Vous savez ce qu'il a inventé, Douglas Coupland? Non, dites-moi. La Génération X. D'accord, ok. Donc sans lui, pas de Génération Y, sans lui, pas de Gen Z. Que deviendrait Donc, toute tout cette part des jeunesse? abeilles. Qu'est-ce que vous deviendrez? Voilà, et va rien Voilà. du tout. Et bon, et dans Génération Y, il a imaginé un monde sans les abeilles. Et c'était pas génial. Merci beaucoup, Avec plaisir. Céline Chadla. La parentalité est sans doute avec notre naissance et notre mort la plus grande des aventures qu'il nous soit donné de vivre, écrit la sage-femme Anna Roy en préface du nouveau livre de Céline Chadla, Les incroyables pouvoirs de la parentalité. Céline, l'aide que l'État ou les collectivités n'apportent pas assez, il faut aller la chercher autour de soi. C'est pas forcément simple, mais alors vous suggérez par exemple d'aller chercher des allo-parents. Oui. Alors, allo comme allo au téléphone, mais c'est pas pour ça que vous le, c'est pas ça la racine. Non, allo parents, c'est des parents intermédiaires. En fait. C'est ça. Ouais. Des faisant fonction de parents, des adultes de référence. C'est ça. Ouais. C'est des adultes de référence qu'on retrouve en fait en anthropologie à travers l'étude de plusieurs tribus, notamment en Afrique. Et on se rend compte qu'en fait, l'enfant, il n'est pas élevé que par une personne ou deux personnes, C'est mais le fameux, il faut tout un village pour élever un enfant. voilà, par tout un groupe. Et c'est extrêmement soulageant. Et vous avez cherché des allo-parents, par exemple? Moi, je cherche des allo-parents, absolument, pour développer aussi mes activités professionnelles, parce que deux, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et donc, je regarde sur Internet, et donc je vais sur un site qui s'appelle workaway.info, que je vous recommande, et qui met en relation, en fait, des familles avec des jeunes qui ont envie de voyager un peu autrement, et qui ont envie de s'investir quelque part, et qui ont envie d'aider et de soutenir. Et vraiment, l'objectif, c'est de soutenir. Et moi, c'est ce que je recherche, qu'on me soutienne pour pouvoir être à la fois présente avec mes enfants et développer mes activités. Et venir sur le plateau de School TV, comme aujourd'hui. Retour à la dimension politique de votre livre. Il y a un petit côté, dis-moi comment tu élèves tes enfants, je te dirai quelle société tu construis. Vous revenez notamment sur l'Allemagne des années 30, avec l'influence terrifiante, avec le recul, d'un ouvrage qui peut-être a fait le lit du nazisme. Oui, alors en tout cas, il y a contribué et il dit beaucoup sur En la tout cas, il n'a société rien fait contre. nazie. Oui, voilà. Il dit beaucoup sur la société nazie. Il sort en 34, c'est ça? Oui, en 1934, et il se vend à plusieurs millions d'exemplaires, et bien après la guerre. Parce qu'on le considère finalement, après la guerre, on ne se dit pas que c'est un ouvrage nazi, en fait. Il fait partie de cette culture qui a vu émerger le nazisme. Et dans cet ouvrage, Johanna Harrer, donc, qui était médecin, explique que lorsqu'on donne des soins à l'enfant, au jeune enfant, au bébé, il faut absolument pas le regarder ni le toucher, et en fait avoir le plus de distance possible avec lui. Et je trouve que c'est assez effroyable et sans dire. Et là, depuis, on a un demi-siècle de recherche, et notamment les 20 dernières années, avec tous les progrès des sciences cognitives, Sur le l'étude lien du cerveau, d'attachement. sur le lien d'attachement, qui montrent à quel point on fabrique une des sociétés terrifiantes comme ça. Ah bah oui, absolument, absolument. Il y a aussi à l'époque ce qu'on appelle la pédagogie noire. On en a déjà parlé dans cette émission. C'est Alice Miller qui avait inventé ce terme-là, mais c'est un peu la même idée, quoi. Ah oui. C'est tout le mal qu'on peut faire aux enfants quand ils sont petits, et ça. ensuite. Considérer que l'enfant est mauvais, qu'il est méchant, et que finalement il faut extirper une sorte de mal de lui par la punition, l'humiliation, la violence en fait. Le réarmement démographique d'Emmanuel Macron, ça vous a inspiré quoi quand il a dit qu'il faut réarmer? C'est un discours très... D'accord, je vous vois déjà lever les yeux au ciel. Je crois que vous avez compris ma question. Ça m'a affligée. Ça m'a absolument affligée. Je ne comprends pas. Et je crois que, à mon avis, il n'a absolument pas conscience des efforts que donnent les mères, parce que je dis les mères parce qu'elles sont en première ligne aujourd'hui. Absolument, on l'a dit au début de l'émission, on peut le rappeler en cette fin d'entretien. Mais aujourd'hui, ce sont quand même les femmes. Mais d'ailleurs, pourquoi vous avez titré Les incroyables pouvoirs de la parentalité? C'est pour que deux, trois papas soient pas effrayés? Bon, d'accord. Les pères, bien sûr. Mais les mères sont en première ligne, et en fait, je pense qu'il n'a absolument pas conscience des efforts que demande d'éduquer aujourd'hui un enfant, de faire en sorte qu'il soit bien nourri, qu'il soit bien vêtu, qu'il puisse être dans un contexte qui l'éveille, etc. De tout ce que ça demande comme veille, comme ressource pour pouvoir tenir des propos pareils. Et derrière, il faut peut-être les politiques publiques qui vont avec, qui renvoient à tout ce que vous disiez aussi en début d'émission, dont on avait beaucoup parlé après le premier confinement, qui est de prendre soin des professionnels du care aussi, qui sont quand même précarisés et ou mal payés et ou avec des horaires terribles. Mais en 20 ans, on pourrait changer la société si on s'intéressait réellement à l'éducation. Vraiment. Ça, c'est une des convictions sur School TV, on ne vous dira pas le contraire. Pédagogie positive, etc. Céline, merci. Vous restez avec nous. On va parler de quelqu'un qui a inventé qui s'est beaucoup intéressé à la pédagogie et qui a beaucoup fait progresser la psychologie de l'enfant au début du XXe siècle. C'est Lev Vygotsky. Merci beaucoup, Brandon, parce que cette plongée dans l'œuvre de Vygotsky, on va la faire avec Marie-Olivier, cours particulier.
Cours particulier, c'est notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pour parler de pédagogie et de pédagogue. Un pédagogue aujourd'hui, Liev Vygotsky, vous nous emmenez au début du XXe siècle en Russie. Exactement. Liev Vygotsky est né dans l'actuelle Biélorussie en 1896. Il est mort à Moscou en 1934. C'est un pédagogue qui a fait des recherches sur la pédagogie, la psychologie du développement. Thème qui le passionne dès l'enfance. Oui, exactement. En fait, c'est un enfant qui est vraiment curieux. Liev, il s'intéresse très tôt aux jeux d'échecs, à la philatélie. Comme il vient d'une famille juive, il subit à cette époque des discriminations. Il ne peut pas étudier ni l'histoire ni la philosophie, par exemple, parce que ça mène au métier de professeur, mais il le fait quand même. À l'université de Moscou, il étudie la philo, le droit et l'histoire. Et pas la psycho. Et la psycho, il le fait ensuite. Après la Révolution d'octobre en 1917, il se lance corps et âme dans des travaux de psychologie et de pédagogie. Il lit Marx, Engels, Spinoza, Hegel. Et il est professeur de littérature pour les ouvriers. Il donne aussi des cours de logique et de psychologie, d'histoire de l'art, d'esthétique au conservatoire. Il fonde aussi une revue littéraire. Il dirige la rubrique théâtre d'un journal. Enfin, vraiment, c'est une période prolifique intellectuellement pour lui. Et c'est de ce foisonnement qu'il va tirer ses théories et ses pratiques pédagogiques et ce pourquoi on le connaît aujourd'hui. C'est ça. Dans les années 20, il crée un laboratoire de psychologie dans le but d'étudier les petits-enfants, donc ceux qui sont en âge d'aller au jardin d'enfants. C'est grâce à ces observations-là qu'il sortira son livre qui s'appelle Psychologie pédagogique. Plus tard, il crée un laboratoire pour observer les enfants dits anormaux et atteints de handicap comme la surdité. Et il s'engage d'ailleurs beaucoup dans cette voie puisqu'il est délégué au Congrès international de l'éducation des sourds-muets. En fait, pour lui, être sourd-muet, par exemple, c'est pas un handicap, c'est vraiment la société qui l'institue comme tel. Et selon lui, si on prend l'enfant sans lui coller cette étiquette d'anormal ou d'handicapé, il se développera différemment et il aura une autre place dans la société. Réflexions et débats qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. De ces observations, il tire aussi d'autres théories, Vygotsky. Exactement, il met particulièrement l'accent sur le rôle de la construction sociale dans le développement de l'enfant et ses apprentissages, dans les interactions avec les autres. Pour le pédagogue, l'enfant est d'abord un être social. Il ne trouve pas seul les ressources pour résoudre des problèmes, mais vraiment dans son entourage. Donc il développe sa pensée en confrontant aussi beaucoup ses idées à celles des autres. C'est ça. L'enfant est un être social dont les représentations du monde sont façonnées à travers des outils socioculturels, c'est ce qu'il dit. Donc l'un d'entre eux qui est très puissant, c'est le langage. Par exemple, si un enfant confronte son point de vue à d'autres enfants, à des parents, à son professeur, ça provoque chez lui un conflit socio-cognitif, c'est comme ça qu'il appelle ça, Vygotsky, qui élargit du coup les façons de raisonner et de penser de l'enfant. Et donc la pensée qui se construit en interaction avec les autres en permanence. Exactement. Et je vois Céline qui fait oui. Il a bien raison, Vygotsky. Le cerveau, c'est pas seulement la source du langage, mais c'est vraiment une ressource et la pensée se développe plutôt dans la multitude des points de vue, selon lui. Vous voyez donc l'importance que ces théories ont pu avoir sur la mise en place des travaux de groupe, de l'apprentissage par les pairs, etc. Et de la même manière, quand l'enfant parle tout seul, ce que le pédagogue appelle langage égocentrique, donc quand il joue et qu'il parle tout seul, ça contribue aussi à son développement, donc il faut le laisser faire. Donc le langage, outil qui permet de comprendre le réel, de le dire, de le changer peut-être. Exactement, comme l'art, par exemple, et Vygotsky en parle aussi d'ailleurs. Pour lui, c'est un moyen d'exprimer ses émotions, de les reconnaître, de les développer. Donc comme le langage enrichit la pensée, l'art enrichit les émotions. Last but not least, l'expression peut-être la plus connue des travaux de Vygotsky, c'est cette notion de zone proximale de développement. On termine en expliquant ce qu'est cette théorie. Exactement. Donc cette zone, c'est l'écart entre ce que l'enfant réalise tout seul et ce qu'il ne peut pas réussir. Il peut réussir qu'avec l'aide d'une personne extérieure qui maîtrise déjà le sujet. Donc souvent, c'est un adulte. Par exemple, on a le même niveau en français. Sauf que vous savez conjuguer les verbes au subjonctif passé. Moi, j'y arrive pas avec l'aide d'un adulte non plus. On peut inverser l'exemple ? Les rôles ? Non, ce sera comme ça. Ok. Je ne vais pas vous faire conjuguer. Ah bon, d'accord, ça va. On continue. Vous avez donc une zone proximale de développement qui est plus étendue que la mienne, parce que vous avez une marge de progression qui est plus grande. Parce que selon Vygotsky, vous, si vous êtes capable de conjuguer au subjonctif passé avec un adulte, vous allez pouvoir le faire plus tard. Moi, c'est moins sûr. Donc, c'est le principe vraiment d'une béquille pour rendre l'enfant autonome au fur et à mesure. Voilà, et on a beaucoup utilisé cette notion-là pour définir des objectifs pédagogiques pour l'enfant en fonction justement de cette fameuse zone proximale de développement. Exactement. Et des activités pédagogiques qui sont adaptées en conséquence. Vygotsky a été censuré sous Staline. Voilà, on va le dire quand même, parce qu'il a été marxiste à un moment. Des courants occidentaux.
Mais ces ouvrages ont été traduits dans les années 80 en France et ont eu une grande influence sur la pédagogie. Marie, merci beaucoup pour ce zoom sur Vygotsky. Merci beaucoup, Céline, de nous avoir rendu visite. Les incroyables pouvoirs de la parentalité, c'est votre nouveau livre, il est aux presses du Châtelet. Et puis c'est bien écrit, on le voit d'ailleurs là sur la couverture, par l'autrice du best-seller Le Mois d'Or, qui était le précédent qu'on a le droit de lire ou de relire. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec, assistée par Pénélope Day pour la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui, avec au son Thibaut Goury-Lafont et Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous regardez School TV, vous restez sur School TV et vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.